Mesdames, Messieurs, j'ai posé la semaine dernière la définition de la bibliothèque invisible comme bibliothèque mentale, en essayant d'élaborer une opposition, une dialectique entre la bibliothèque invisible et la bibliothèque visible, la bibliothèque matérielle. Et j'avais terminé sur cette proposition selon laquelle, en vérité, la bibliothèque invisible est le cas le plus général, le cas le plus fréquent, même si nous ne nous en rendons pas nécessairement compte. Car il y a infiniment plus de bibliothèques invisibles que de bibliothèques visibles, que de bibliothèques matérielles. Et on pourrait aller jusqu'à dire que les bibliothèques invisibles précèdent presque systématiquement les bibliothèques visibles ou matérielles, soit au niveau collectif, soit au niveau individuel. Au niveau collectif, par exemple, et surtout d'un point de vue historique, et parce que la plupart des cultures ont existé sur une base orale avant l'apparition de l'écrit, et aussi parce que, même après l'apparition de l'écrit, la bibliothèque matérielle existe, et elle ne vaut que comme support à des bibliothèques mentales. Donc il y avait des bibliothèques invisibles avant l'écrit, c'est évidemment dans la nature des choses, mais il y en a eu aussi, et forcément, après l'écrit. En vérité, les bibliothèques invisibles sont capables de donner physiquement naissance à une bibliothèque matérielle. Je dirais presque que toute bibliothèque matérielle sort d'une bibliothèque invisible. Je vais en prendre un exemple que nous avons quasiment sous les yeux, un exemple récent, c'est la Bibliothèque nationale de France. Et je dis bien la Bibliothèque nationale de France et non pas la Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale de France, à l'origine du reste, quand elle a été conçue dans les années fin des années 80, début des années 90, par le président François Mitterrand, c'était la Bibliothèque de France. Et cette bibliothèque est née ainsi. Elle est née comme un projet, en fait, lié à une conception de la bibliothèque invisible. Et c'est ainsi qu'est né le bâtiment appelé maintenant François Mitterrand. C'est parce que, et c'était le projet originel, c'est parce que l'idée politique existait d'une coupure entre les livres avant 1945 et les livres après 1945, qu'est née l'idée d'une bibliothèque qui réunirait tous les livres après 1945, en laissant de côté les livres antérieurs à 1945. Et c'est ainsi qu'est né le projet de construire un bâtiment qui abriterait les livres publiés après 1945, et uniquement cela, comme une sorte d'emblème politique de la modernité française, pour ainsi dire. Et le bâtiment de Dominique Perrault, a ainsi été conçu dans cette perspective, avant que finalement on ne se rende compte que cette bibliothèque d'après 1945 n'était pas viable pour les lecteurs. Parce qu'un lecteur qui fait une recherche sur le XXe siècle, par exemple, a tantôt besoin de voir des livres d'après 1945, tantôt des livres d'avant. Et donc il n'était pas possible de séparer les fonds en deux. C'était ça le projet initial, hein, avec les livres anciens, enfin avant 1945 à Richelieu, le bâtiment Richelieu, et les livres après à Tolbiac. Et quand on s'est rendu compte, évidemment, du problème, il a fallu faire avec. C'est-à-dire faire avec un bâtiment qui avait été conçu déjà, tel quel, mais qui n'était pas prévu pour accueillir tous les livres qui se trouvaient à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu. Et c'est ainsi que l'on a fermé la grande ouverture qui était prévue au rez-de-chaussée, devant la Seine, hein, sur la grande rue, qui était censée être la grande ouverture principale du bâtiment, mais il a fallu combler cette ouverture, hein, avant qu'elle ne fût construite, heureusement, de manière à pouvoir gagner de la place pour les magasins, pour stocker les livres. Et c'est ainsi que maintenant, on ne rentre plus par le bas de la bibliothèque, comme il aurait été normal, mais on rentre par le haut, par le toit, hein, ce qui est évidemment une aberration qui pose un certain nombre de problèmes. Et donc, le bâtiment lui-même est né de ce projet d'une conception, d'une représentation mentale de la bibliothèque, ce que j'appelle précisément une bibliothèque invisible. Voilà un exemple, si vous voulez, de bibliothèque invisible qui
précède la bibliothèque matérielle. Et là, je parlais du niveau collectif. Mais au niveau individuel, et je le disais déjà la semaine dernière, au niveau individuel des œuvres, c'est-à-dire des objets qui constituent les bibliothèques mentales, il faut bien se rendre compte que les œuvres sont des projets d'abord mentaux, avant qu'elles ne se réalisent éventuellement sur le papier. Et l'origine génétique de l'œuvre est mentale. Et donc que cette œuvre mentale se retrouve ensuite dans une bibliothèque du même ordre, c'est-à-dire mentale, une bibliothèque invisible et mentale, c'est évidemment dans l'ordre des choses. D'une certaine manière, la nature des œuvres est d'être mentale. Et donc la bibliothèque invisible est le cas général. Les bibliothèques invisibles, à bien des égards, englobent les bibliothèques visibles, elles englobent les bibliothèques matérielles. Elles en constituent à la fois la fondation et le débouché nécessaire. Et toute bibliothèque visible, toute bibliothèque matérielle procède de représentations mentales, d'une part, dans un premier temps, et débouche, d'autre part, sur d'autres représentations mentales. Donc les bibliothèques invisibles précèdent les bibliothèques visibles, mais elles les suivent aussi par les lecteurs, qui se font eux-mêmes des représentations des livres qu'ils lisent dans les bibliothèques matérielles, les bibliothèques visibles. Et donc, l'objet de ce cours consiste précisément à rendre visible cet invisible, à permettre de se rendre compte des forces qui agissent à travers ces bibliothèques invisibles et qui interagissent entre bibliothèques visibles et bibliothèques invisibles. Et donc, c'est l'objet de ce cours. Alors, pour ce faire, après ce préambule de rappel des conclusions de la dernière fois, je voudrais commencer par une définition de la bibliothèque invisible, que je n'avais pas tout à fait donnée la dernière fois. Une bibliothèque visible, nous en sommes d'accord, c'est une collection de livres. Une collection de livres physiques, de livres matériels ou numériques. Mais pour moi, les livres numériques sont aussi des livres matériels. Donc une collection de textes. Voilà pour la bibliothèque visible, une collection de livres. La bibliothèque invisible, elle, on peut la définir comme un ensemble d'œuvres de nature langagière, dont un individu ou un groupe peut avoir une conscience ou une représentation plus ou moins distincte. Je répète la définition. Une bibliothèque invisible peut être définie comme un ensemble d'œuvres de nature langagière dont un individu ou un groupe peut avoir une conscience ou une représentation plus ou moins distincte. Alors, je me propose pour l'instant d'examiner rapidement cette définition, enfin de l'examiner de manière un petit peu approfondie pour certains termes. D'abord, je voudrais revenir sur les termes d'œuvres et de représentation, un ensemble d'œuvres dont on peut avoir une conscience ou une représentation plus ou moins distincte. Je l'ai dit la dernière fois, et le cours a porté en grande partie là-dessus, la semaine dernière, le texte est un ensemble de signes. Et j'avais essayé de montrer la différence qu'il pouvait y avoir entre l'ensemble de signes et l'œuvre elle-même. Car le texte est le support d'une œuvre. En tant qu'ensemble de signes, le texte est le support d'une œuvre qu'elle-même on peut définir comme un projet artistique ou intellectuel doté d'une unité d'intention, donnant au moins l'apparence de cette unité d'intention. Mais l'œuvre, donc, n'existe elle-même que comme le texte ou cet ensemble de signes, mais réalisé par l'esprit, actualisé dans l'esprit par l'événement de la lecture. L'œuvre est en quelque sorte une image mentale du texte. L'œuvre réalisée est ainsi l'image ou la représentation mentale d'un objet de langage. Elle n'est pas nécessairement elle-même, il me paraît intéressant d'y insister, l'œuvre elle-même, telle qu'elle est réalisée dans l'esprit, n'est pas nécessairement constituée d'éléments langagiers, même si
évidemment, les éléments langagiers y ont naturellement leur place quand il s'agit d'œuvres littéraires. Il y a des citations, il y a des souvenirs d'extraits dans l'image mentale. Mais c'est aussi et d'abord, sans doute, un objet, l'œuvre, un objet de sens, un objet de savoir, d'émotion, qui ne passe pas nécessairement par l'expression langagière, même si la source de l'œuvre est langagière, elle est dans le texte lui-même, qui est pur langage. Alors, j'insiste ici sur cette question du langage parce que le sujet, mon sujet, cette année, c'est les bibliothèques, ce sont les bibliothèques. Évidemment, un certain nombre de choses que je dis ici pourraient valoir pour d'autres types d'objets, et en particulier pour les objets d'art. On pourrait parler de musées invisibles, de la même manière que je parle de bibliothèques invisibles. Et la question du patrimoine et de la constitution du patrimoine est évidemment fondamentale dans le sujet qui nous occupe. J'aurai l'occasion d'y revenir assez vite, je crois. Malraux lui-même, André Malraux, parlait de musées imaginaires. Et les musées imaginaires sont en grande partie, me semble-t-il, l'équivalent de mes bibliothèques invisibles, de nos bibliothèques invisibles. Mais il se trouve que l'an dernier, lors du séminaire, Jean-Louis Janel nous a expliqué que Malraux ne concevait guère l'existence de bibliothèques imaginaires, alors que pour lui, les musées imaginaires ne faisaient pas question. Et Malraux ne concevait pas l'existence de bibliothèques imaginaires parce que sans doute pour lui, l'imaginaire était lié fondamentalement à l'image au sens propre, c'est-à-dire au visuel. Or, pour ma part, quand je parle d'image mentale, j'emprunte cette expression d'image mentale à la philosophie et à la psychologie cognitive. Et cette notion d'image mentale ne comprend pas nécessairement une dimension visuelle. J'appelle image mentale une représentation mentale des textes qui n'est pas évidemment une représentation de type visuel, mais une production de type cognitif et qui implique toutes sortes d'éléments. Ça implique des propositions, des citations, des extraits, du récit, c'est-à-dire un ordre entre ces différentes propositions, un ordre de succession, mais cela implique également cette représentation mentale, cette image mentale, cela implique des émotions ou des souvenirs ou des références à des émotions, pas nécessairement les émotions elles-mêmes, mais le souvenir d'émotions. Cela implique également du plaisir esthétique, un sentiment de plaisir, et même, évidemment, aussi, éventuellement, des représentations visuelles. Des représentations visuelles, soit que l'on a créées soi-même en lisant le livre, soit liées à des illustrations qui se trouvent dans le texte, avec le texte, ou bien à des films ou à des pièces de théâtre que l'on a vues qui correspondent à ce texte, ou à des souvenirs que ce texte évoque en nous. Et puis, il y a aussi dans cette image mentale des représentations de type auditif, en particulier pour la poésie et pour le théâtre, mais pas seulement. Tout cela, tout cet ensemble de propositions, de citations, d'extraits, de récits, d'émotions, de souvenirs, de plaisirs, d'images visuelles, auditives, etc., tout cela qui n'est pas le souvenir du texte au complet. Une fois qu'on a lu le texte, on n'a pas le souvenir du texte au complet, sauf dans le cas d'un sonnet, par exemple. Les 14 vers, à la limite, on peut s'en souvenir. Tout cela fait la représentation mentale d'un texte, et donc fait œuvre. Ainsi, quand je dis Madame Bovary, à quoi je pense? À quoi pensais-je? J'ai l'idée du thème, à savoir une femme qui bovarise, c'est-à-dire qui se représente la réalité comme si elle était un roman. J'ai un canevas général du récit dans la tête. J'ai quelques scènes, plusieurs scènes dans la tête, sur lesquelles mon esprit a cristallisé en quelque sorte sa représentation mentale du texte, l'incipit, l'arrivée de Charles dans la classe, la scène des comices agricoles, la scène du fiacre, évidemment, la mort d'Emma. Voilà un certain nombre d'images, de scènes que l'on a lorsqu'on pense à Madame Bovary. On pourra en avoir d'autres, bien sûr. Il y a des personnages qui arrivent à l'esprit. Monsieur Homais, par exemple, outre Madame Bovary et son mari, et Rodolphe et Léon. Il y a évidemment des impressions esthétiques très fortes, des descriptions
très très fortes, qui laissent des souvenirs, des émotions. Voilà ce que c'est une œuvre. Voilà ce que c'est qu'une œuvre. Tout se résout en conception et en affects élémentaires rassemblés sous un titre, en l'occurrence Madame Bovary. Alors, on pourrait dire, mais alors, ce n'est donc que cela. Ce n'est donc que cela, tout ça pour ça. Le gueuloir de Flaubert, les nuits de veille de Proust, des centaines, voire des milliers de pages noircies pour, à la fin, obtenir un simple agrégat mental d'impressions et de souvenirs plus ou moins vagues. Tout ça pour ça. Mais quand on y réfléchit bien, dans les faits, c'est vraiment énorme. C'est énorme tout cela. Car, regardez le reste de la réalité en dehors des livres. Toute la réalité que nous traversons, les lieux, les événements, les personnes, toute la réalité se résout également de la même manière en agrégats mentaux de cette sorte. Et bien, le plus souvent, on oublie la réalité que nous avons traversée. Elle se laisse facilement dissiper, elle se laisse facilement oublier. Et les livres que nous lisons ne font ni plus ni moins que finir de la même manière dans notre esprit que ne le fait la réalité, c'est-à-dire sous la forme d'agrégats mentaux. Les représentations mentales que nous laissent les livres après la lecture prennent place au milieu de toutes nos autres représentations mentales, issues, elles, de notre expérience dans la réalité. Et à ce titre, elles ne valent ni plus ni moins que la réalité, ni plus que la réalité, ni moins qu'elle, j'y insiste. Or, nous savons bien que des livres font événement dans une vie. Et c'est la raison pour laquelle nous nous intéressons sans doute ici à la littérature. Les livres font événement dans une vie, certains livres en tout cas. Certains livres vous bouleversent, parfois davantage, souvent davantage, que les événements que vous vivez dans la réalité. Ils vous bouleversent plus que les événements auxquels vous assistez dans la réalité des gens que vous connaissez, de vos proches. Vous êtes plus ému par la mort d'un héros dans un livre que parfois que par quelqu'un que vous connaissez. C'est terrible, mais c'est la réalité de la littérature. Il y a une force particulière de l'objet d'art et de l'objet littéraire en particulier qui peut lui donner une prégnance égale, voire supérieure à celle d'un événement vécu. La prégnance, c'est en psychologie, c'est la capacité d'une organisation psychique à s'imposer d'une manière stable, d'une manière fréquente ou durable dans un esprit. Eh bien, cette prégnance de l'objet littéraire, c'est ce qu'on appelle l'art, justement. C'est-à-dire cette ingénierie capable de construire de tels objets mentaux aussi puissants, voire plus puissants que ceux que nous propose spontanément la réalité. Paul Valéry avait l'habitude de comparer le poète à l'ingénieur qui construit une locomotive. Et il y a en effet, on peut être d'accord avec lui, il y a des poèmes qui ont la puissance de projection mentale d'une locomotive. Il y a des poèmes qui sont comme des TGV, qui traversent notre esprit. C'est cela l'art, c'est cela cette ingénierie des mots, cette machine des mots qu'est l'œuvre selon, en particulier, Paul Valéry. Alors, il se trouve que dans l'histoire récente, même contemporaine, de la critique littéraire, on a beaucoup glosé, récemment, et de façon passionnante, la distinction entre fait et fiction. Une distinction, vous voyez, que j'aborde en quelque sorte par cette question de la littérature et du monde des œuvres littéraires, des représentations mentales posées par les œuvres par rapport au monde réel, aux représentations mentales que nous donne la réalité. Et sur cette distinction entre fait et fiction, je voudrais renvoyer ici au livre tout à fait fondamental de Françoise Lavocat, Fait et fiction pour une frontière, paru il y a quelques années. Mais en fait, si la distinction entre fait et fiction, ou si la frontière entre fait et fiction, est d'un intérêt philosophique majeur, d'un intérêt
métaphysiques, juridiques, éthiques, voire politiques majeures, et c'est ce dont parle le livre de Françoise Lavocat, cette question de la distinction entre fait et fiction n'importe après tout que d'une manière relativement marginale dans l'effet littéraire en général. La vraie question, la question centrale que pose la littérature, n'est pas de nature métaphysique. Car en fin de compte, dans le cas général, lorsqu'on lit un roman, la frontière entre fait et fiction n'est pas sujette à contestation. Il y a quelques cas de romans, les autofictions, etc., qui posent le problème, d'accord ? Mais dans le cas général du roman, la question ne fait pas problème, la question de cette distinction entre fait et fiction. Et la vraie question que pose la littérature dans ces cas-là, dans ce cas général, n'est pas la question de la distinction entre fait et fiction, qui se fait de manière très naturelle. Nous savons bien que ce que dit le roman est faux, que Madame Bovary n'a pas existé. Mais la question est, comment se fait-il que des faits que nous reconnaissons sans le moindre doute comme totalement fictifs nous importent parfois plus, nous bouleversent plus que des faits réels? Pas toujours, parce que tous les romans, tous les œuvres littéraires ne sont pas réussis, mais parfois. Parfois. Et cette question-là, cette question du bouleversement provoqué par les faits de fiction, par ce que fait la littérature, et bon, on peut sortir au-delà de la question même de la fiction, hein, c'est ce que fait la littérature en tant qu'émotion. Donc on pourrait parler de poésie, et la poésie n'est pas nécessairement une œuvre de fiction. Hein. Mais la poésie dit quelque chose qui peut avoir plus d'effet pour nous que cette même chose qui nous apparaîtrait dans le réel. Cette question-là, de la force, de la prégnance de l'œuvre littéraire, c'est la question presque éternelle de la littérature, de la critique littéraire depuis les origines. C'est la question que posait déjà Platon, la question que posait déjà Aristote. Cette question à laquelle Platon et Aristote essayaient eux-mêmes de répondre d'une manière du reste très différente l'un de l'autre, et même de manière antagoniste, parce que pour l'un, Platon, en gros, il y avait tromperie de la part de l'art littéraire, la poésie, et pour l'autre, Aristote, au contraire, il y avait catharsis, et il y avait une vérité plus grande, en quelque sorte, provoquée par l'imitation. Bon, je ne peux pas ici développer la chose, mais c'est la question fondamentale. Poser cette question, de savoir pourquoi les textes littéraires nous importent, et nous importent autant, voire plus que la réalité, c'est poser la question de la littérature, c'est même poser la littérature elle-même, à savoir la définir comme un discours distinct. Car à partir du moment où, et un discours distinct de tous les autres, car à partir du moment où Platon attaque la poésie comme tromperie, pour l'opposer au discours que lui tient, à la philosophie, par exemple, eh bien, Platon donne naissance à l'exercice d'un discours que nous pouvons nommer, rétrospectivement, quant à nous, littéraire, ou du moins, si je me rapporte aux conditions d'exercice de ce discours à l'époque de Platon, ou du moins un discours qui est évidemment fort, ces conditions d'exercice de discours étaient évidemment fort différentes des nôtres, du moins, il donne naissance, Platon, à un type de discours qu'on pourrait dire pré-littéraire. Et c'est le type d'argument ce que j'ai essayé de tâcher de montrer dans ce livre que j'avais intitulé « La haine de la littérature ». Or, la question de la confusion entre fait et fiction, entre réalité et œuvre de langage, devient d'un seul coup beaucoup plus aisée à résoudre, ou du moins à concevoir, si l'on considère qu'en tant que représentation mentale, l'œuvre, une fois assimilée, je reviens à cette question de l'image mentale de l'œuvre que nous avons par la lecture, l'œuvre, une fois assimilée, n'est pas d'une nature fondamentalement différente de la réalité vécue, puisque tout se résout en représentation mentale. Et puisque tout se résout en image mentale, finalement, la réalité comme la fiction, et puisque si la fiction est affectée dans l'esprit d'un coefficient qui sans doute l'handicape par rapport au fait réel, puisque nous savons quand nous lisons une œuvre de fiction qu'il ne s'agit que de fiction, qu'il ne s'agit pas de la réalité, donc il y a un handicap. Nous affectons cela d'un petit signe moins, en quelque sorte. Voilà. Nous disons, attention, fiction. Voilà. Il y a un petit handicap, mais
La force de l'art consiste précisément à compenser ce handicap par tout un ensemble de moyens verbaux, émotionnels, narratifs, provoquant l'empathie, etc., etc. Et tous ces moyens-là, émotionnels, verbaux, narratifs, etc., tout ça, dans certains cas, finissent par rehausser la puissance de l'image mentale de l'œuvre littéraire au niveau de l'image mentale d'un fait réel. Voire, ces moyens verbaux, qu'on appelle art ou littérature, réussissent à élever la puissance, la prégnance mentale de l'œuvre littéraire, malgré le handicap initial, qu'il ne s'agit que de fiction, l'arrive à l'élever au niveau, au-dessus, je veux dire, au-dessus du fait réel, au-dessus du fait réel. Parce que nous n'avons affaire, dans tous les cas, qu'à des images mentales. Il s'agit seulement de compétition entre des images mentales, les unes issues de la réalité, les autres issues des œuvres littéraires. Sauf que ces images mentales des œuvres littéraires, évidemment, se construisent différemment, avec d'autres moyens. Alors bon, c'est un développement un peu parenthétique, mais assez fondamental, me semble-t-il, pour la compréhension de ce qu'est la littérature, et aussi pour la compréhension de ce que nous nommons bibliothèques invisibles. Et pour comprendre l'importance de cette réflexion sur la bibliothèque invisible dans le cadre d'une réflexion plus générale sur la littérature et sur le fonctionnement des œuvres littéraires et des relations des œuvres littéraires les unes avec les autres. Mais tout ceci donc était pour commenter le fait que l'œuvre n'existe qu'en tant que représentation mentale. Je reviens encore brièvement à la définition que je vous avais donnée tout à l'heure de la bibliothèque invisible comme un ensemble d'œuvres de nature langagière dont un individu ou un groupe peut avoir une conscience ou une représentation plus ou moins distincte. Un individu ou un groupe. Il faudra revenir sur cet aspect, j'y reviendrai un peu plus longuement plus tard. Mais il faut bien comprendre en tout cas déjà qu'il y a des bibliothèques invisibles individuelles, mais il y en a aussi de collectives, au niveau d'un groupe, au niveau d'une communauté, d'une classe socio-culturelle, etc. Il y a des bibliothèques individuelles partagées en quelque sorte, et partagées par un groupe. Et il y a même de fortes chances pour que les bibliothèques invisibles individuelles dépendent en quelque manière de bibliothèques de groupe, même si la bibliothèque d'un individu donné n'est sans doute pas la copie exacte ou la simple réplique de la bibliothèque invisible de sa communauté. Et ne serait-ce que parce qu'un individu quelconque dépend le plus souvent de plusieurs groupes et de plusieurs communautés. Et donc, il y a ici des constructions de bibliothèques individuelles mentales idiosyncrasiques, en quelque sorte, puisque l'individu se trouve à l'intersection de plusieurs groupes. Mais j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, sur ces bibliothèques de type collective qui portent parfois des noms particuliers. Enfin, je voudrais revenir sur un dernier point de cette définition préalable. Je parlais d'un ensemble d'œuvres de bibliothèque invisible comme un ensemble d'œuvres de nature langagière dont un individu ou un groupe peut avoir une conscience ou une représentation plus ou moins distincte. C'est ce plus ou moins distinct ici qui m'intéresse. Et en effet, la bibliothèque invisible ne rassemble pas nécessairement des œuvres que l'on connaît très très bien. Elle ne rassemble pas nécessairement des œuvres que l'on a lues ou que l'on connaît directement. La bibliothèque invisible comporte des œuvres dont on peut seulement avoir entendu parler. Des œuvres par ouï-dire, en quelque sorte, qui ne passent pas directement par la lecture. Alors ici, je renvoie au livre fameux de Pierre Bayard, Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, livre qui a eu un grand succès, mérité, et qu'on a lu souvent pour son aspect plaisant, comme un mode manuel pour briller en société, pour parler des œuvres que l'on n'avait pas lues, ce que, en quelque sorte, nous faisons tous plus ou moins à différentes occasions de notre existence. Mais le livre va au-delà de la plaisanterie. Il est beaucoup plus profond que cela. Il est fondé sur une théorie particulière de la lecture et de la littérature, et une théorie que je partage en grande partie, dont je viens de vous exposer peut-être une partie des fondations. Quelle est cette théorie ? À savoir que les œuvres, simplement, existent comme
image mentale. Et une image mentale se transmet par la lecture du texte de l'œuvre, bien sûr, c'est ce à quoi on pense spontanément lorsqu'il s'agit de livres et de littérature, mais elle se transmet aussi par la transmission d'un discours sur cette œuvre, un discours sur cette œuvre, sans qu'on ait nécessairement lu l'œuvre elle-même. Alors Pierre Bayard distingue 4 catégories de livres que l'on n'a pas lus. Il y a d'une part les livres que l'on ne connaît pas du tout. Il y a les livres que l'on a parcourus rapidement, les livres dont on a entendu parler, à mon avis ceux-là sont très intéressants pour nous, et il y a aussi, dernière catégorie, me paraît intéressante aussi, les livres que l'on a oubliés, c'est-à-dire qu'on les a lus, mais on a totalement oublié, ou presque totalement oublié, ce qu'il y avait à l'intérieur, ce dont il parlait. Et cette dernière catégorie me paraît tout à fait intéressante, parce qu'elle fait comprendre que la frontière n'est pas si nette entre le livre que l'on n'a pas lu et le livre que l'on a lu. Mais on doit aller plus loin encore que ce simple incident de l'oubli qui est fréquent, cet oubli qui efface le disque dur en quelque sorte et qui remet le compteur à zéro, qui fait que quand on relit le livre, parfois on ne se souvient absolument pas de l'avoir déjà lu. Parfois on a des réminiscences qui viennent. Alors ça c'est le côté platonicien de l'expérience de lecture. Mais il faut aller au-delà de ce simple incident de l'oubli qui oblige à recommencer le travail de la lecture. Parce qu'au-delà de l'oubli lui-même, ce dont on se rend compte, c'est qu'en réalité aucune lecture n'est suffisante. Il n'y a pas de lecture suffisante, il n'y a pas une bonne lecture. Et du reste, je crois que c'est bien la leçon donnée par l'ensemble des différents livres de Pierre Bayard. Toute lecture est insuffisante, toute lecture donne une autre image du texte. Toute lecture est faussée, en quelque manière. Et ici, je renvoie à un autre livre qui paraît en ce moment, le nouveau livre de Maxime Decoux, qui s'intitule « Éloge du mauvais lecteur ». Éloge du mauvais lecteur. Là aussi, l'idée étant que peut-être qu'il n'y a pas de bonne lecture du tout, parce que toute lecture est mauvaise, en quelque sorte. Si on pousse, disons, le discours ou l'argument de Maxime Decoux jusqu'à son terme. On pourrait dire qu'en matière de théorie de la lecture, le kantisme se porte bien. Le kantisme, c'est-à-dire l'idée que la chose en soi est inaccessible et que seuls les phénomènes sont accessibles. Les phénomènes qui sont médiés par l'expérience sensible et l'expérience cognitive, avec toutes les contraintes physiologiques et psychologiques qui sont celles de l'expérience sensible et cognitive. Donc la chose en soi est inaccessible, c'est-à-dire le texte en soi est inaccessible, si je puis dire. Il n'existe pas en lui-même. Il n'en existe, j'y reviens encore avec mes gros sabots, il n'en existe qu'une image mentale. Alors soit vous forgez vous-même cette image mentale par votre propre lecture, soit vous recueillez cette image mentale d'un professeur, d'une critique que vous avez lue, d'un compte-rendu, d'une notice d'encyclopédie, etc. Tout à l'heure, je vous avais décrit sommairement l'image mentale que pouvait donner dans un esprit Madame Bovary. Eh bien, cette image mentale de Madame Bovary peut très bien avoir été induite, non pas par une lecture directe du roman, mais par un cours sur Madame Bovary, qu'on a eu au lycée ou à l'université, par des lectures d'extraits, etc. Tous les éléments dont j'ai parlé plus haut, à savoir des extraits, un canevas général du récit, un thème, quelques scènes, etc., des impressions esthétiques, des descriptions, tout ça pourrait se retrouver dans un cours, dans une étude un petit peu fouillée de l'œuvre. La seule différence peut-être entre cette impression médiée, cette représentation mentale médiée et la représentation mentale liée à la lecture directe, serait peut-être que l'impression serait moins forte, moins durable, si l'on n'a pas lu directement l'œuvre. C'est bien possible. Il n'y aurait sans doute pas la même prégnance, c'est-à-dire la même stabilité de la structure psychologique liée à l'intensité de l'émotion et à la durée de l'expérience, parce que la lecture prend du temps. Elle prend du temps dans
dans l'évolution psychologique, dans la vie de l'individu. Et donc ça aussi, cela joue un rôle dans la prégnance de la représentation mentale. Mais les éléments fondamentaux, le canevas, les scènes, les extraits, etc., seraient fondamentalement les mêmes, à travers une médiation, par un professeur, par un cours, par une notice d'encyclopédie, etc. Juste que ces éléments seraient moins durablement liés entre eux. Ils seraient plus indépendants, ils ne seraient pas liés de manière très organique, car le travail d'assimilation aurait été en quelque sorte prémâché par le discours intermédiaire, par le professeur, par la notice d'encyclopédie, etc., etc. Et donc, il ne faut pas opposer de manière trop radicale, c'était le message de Pierre Bayard, en quelque sorte, dans son livre, comment parler des livres que l'on n'a pas lus, il ne faudrait pas opposer de manière trop radicale la connaissance directe de l'œuvre et sa connaissance indirecte. Ma lecture de Madame Bovary est influencée par ce que j'en sais par ailleurs, par ce qu'on m'en a dit, même quand j'ai lu Madame Bovary. Je ne le lis pas, en général, pas toujours en tout cas, de manière spontanée. J'ai déjà des images du roman avant de le lire, ne serait-ce que le paratexte, parfois. La quatrième de couverture, la préface, si par malheur je me suis mis à la lire au début, au lieu de la lire après avoir lu le livre, ce que je recommande en général plutôt. Mais bon, il est vrai que nous avons des préconceptions sur les œuvres, avant même de les lire, en tout cas pour les classiques, ou même pour les œuvres contemporaines, puisqu'on lit des critiques, on se fait conseiller par un libraire avant de lire un livre. Mais souvent, il est vrai, souvent, le contact direct avec l'œuvre, par la lecture, bouleverse les préconceptions, bouleverse le cadre préétabli. Et c'est particulièrement vrai lorsque l'on a affaire à un chef-d'œuvre. Et c'est ainsi qu'on pourrait définir le chef-d'œuvre, précisément comme une œuvre irréductible à tout discours secondaire, à tout discours critique, qui ne se résume pas à tout ce qu'on peut en dire. La lecture du chef-d'œuvre, Don Quichotte, à la recherche du temps perdu, la lecture du chef-d'œuvre est une foudre qui vous laisse désemparé. Les mots ne viennent ensuite que difficilement pour décrire ce que vous avez vécu, pour en parler, pour essayer de rendre compte de la totalité de votre expérience. Le chef-d'œuvre excède les mots. Le chef-d'œuvre vous excède, il nous excède en tant que lecteur. Et par ailleurs, qu'est-ce qu'une connaissance directe de l'œuvre ? Il y a tant de manières de lire, selon les circonstances, selon l'âge, selon l'instruction que l'on a, selon ce qu'on a lu auparavant, etc. Et une seule lecture suffit-elle ? Est-ce qu'on connaît un pays pour l'avoir traversé une fois ? Une lecture suffit certes à donner une image de l'œuvre, mais elle n'en donne qu'une image, et une seule, forcément réductrice. D'autres lectures permettront de la préciser, de la modifier. Et ici, je voudrais renvoyer aussi un très joli livre, une très jolie expérience, le livre de Laure Murat, Relire, enquête sur une passion littéraire. Laure Murat a fait une enquête auprès d'un certain nombre de personnes, de grands lecteurs, pour savoir s'ils relisaient des œuvres, et pourquoi ils relisaient, et quelles œuvres ils relisaient, et dans quel but, qu'est-ce que cela provoquait chez eux. C'est une enquête tout à fait empirique, mais tout à fait intéressante à lire. Le livre est paru en 2015. Donc la lecture ne suffit pas à elle-même. Pour autant, je ne voudrais pas pousser le paradoxe trop loin, l'image mentale n'est pas totalement indépendante du texte matériel. L'image mentale procède du texte matériel, elle en procède soit directement, soit indirectement. Et ce qu'on peut dire ici des œuvres qui composent la bibliothèque invisible vaut également, cette question d'image mentale, vaut également, mutatis mutandis, sur ce rapport entre image mentale du texte et texte, vaut également pour la bibliothèque invisible elle-même, et non pas seulement pour les œuvres qui la composent, mais vaut à un niveau purement analogique. La relation de l'œuvre au texte, l'œuvre comme représentation mentale, la relation de l'œuvre au texte est de nature étiologique, c'est-à-dire que le texte est, d'une manière ou d'une autre, de manière plus ou moins directe, on est bien d'accord, le texte est une cause de l'œuvre, il est une cause de l'image mentale.
ne me situe pas ici du côté du créateur. Pour le créateur, l'image mentale précède le texte. Bon, là, on est ici au niveau de la réception. Donc, il y a une relation étiologique. Mais quand je passe maintenant au niveau de la bibliothèque invisible, la relation de la bibliothèque invisible à la bibliothèque matérielle, moi, quand on veut l'analyser, peut être parfois de nature étiologique, mais elle est, si on veut l'interpréter en tout cas au niveau d'une abstraction, d'une notion conceptuellement, je veux la prendre ici d'un point de vue analogique et non pas étiologique. Et donc, pour revenir à cette bibliothèque invisible, composée d'œuvres, c'est-à-dire de représentations mentales, je voudrais essayer dans un premier temps, tout au moins, de penser la bibliothèque invisible, immatérielle, sur le modèle de la bibliothèque visible ou matérielle, en tâchant de voir s'il existe des structures communes à ces deux types de bibliothèques, invisibles et visibles, immatérielles et matérielles. Et donc, je m'en vais essayer de questionner la bibliothèque invisible à partir de ce que nous savons de la bibliothèque visible ou matérielle. Et en particulier, ce qui m'intéresse, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la façon dont la bibliothèque est construite, en quelque sorte. En tant qu'objet matériel, la bibliothèque s'appuie sur des montants, directement. Elle est posée contre un mur, en général. Eh bien, ça, c'est pour la bibliothèque visible, matérielle. Sur quoi s'appuie une bibliothèque immatérielle? Quelle structure sociale, en particulier, garantissent son existence, garantissent sa pérennité, si pérennité il y a? À quelle culture s'adosse une bibliothèque invisible, une bibliothèque immatérielle? Voilà le type de questions que nous allons essayer de poser au fil de ce cours, en prenant, vous voyez, la question de la bibliothèque matérielle comme un référent analogique de notre réflexion. Alors, je partirai d'abord de l'unité de base, l'étagère. L'étagère. Une bibliothèque matérielle, nous le savons, dans nos cultures en tout cas, est constituée d'étagères superposées. Je prends ici le modèle de nos bibliothèques modernes. Les bibliothèques modernes qui sont conçues pour ce que nous appelons des codex, les livres reliés en plat, que nous connaissons. Si je pense aux bibliothèques de l'Antiquité classique, grecque, romaine, elles étaient quant à elles plutôt constituées de casiers, parce que dans les casiers, on ne mettait pas des codex, les codex n'existaient pas à l'époque, mais on entreposait des rouleaux de papyrus. Et effectivement, il fallait des casiers pour empêcher les rouleaux de rouler, précisément, ce qui est la vocation du rouleau. Alors, il faut imaginer, j'ouvre ici une petite parenthèse, parce qu'il me semble intéressant toujours de faire ces rapprochements entre bibliothèque matérielle et représentation mentale des livres et des bibliothèques. Il faut sans doute imaginer des imaginaires très différents du codex que nous connaissons, le livre, que nous appelons un livre, et du rouleau. Ce n'est pas le même imaginaire. Les livres, chez nous, je songe ici à la bibliothèque, les livres, ils s'empilent. Ils s'empilent sur une table. Ils sont stables, ils ne roulent pas. On va poser un livre, vous n'allez pas le retrouver à l'autre bout de la table une heure après. Et donc, le livre reste en place, le codex reste en place. Le rouleau, quant à lui, et j'ai employé ici le terme technique, le volumen, le terme latin, le rouleau ne reste pas en place. On ne peut pas l'empiler, sinon dans un espace clos et serré. Sinon, il a tendance à bouger par le moindre coup de vent. Le rouleau, par ailleurs, s'inscrit, quand on le déroule, dans un espace-temps incompressible. Il n'y a pas le même espace-temps entre le rouleau et le codex. Il faut dérouler entièrement le rouleau pour arriver à la fin, et on est obligé de passer par toutes les étapes intermédiaires, alors que le codex permet une navigation quasiment instantanée d'une partie à l'autre du livre. Le rouleau matérialise de ce point de vue fort bien le régime du discours, le régime de l'oralité, avec sa temporalité incompressible. Vous avez un discours, vous ne pouvez pas aller à la fin du discours. Il faut d'abord que je prononce la fin du discours pour que vous l'entendiez. Vous ne pouvez pas sauter directement par-dessus le discours. Seule la mémoire permet, après le discours, de court-circuiter l'espace-temps
Et effectivement, il y a cette action de la mémoire qui permet de faire des sauts à l'intérieur d'un discours. En connaissant par cœur, je peux alors naviguer instantanément à l'intérieur du discours. Et effectivement, les civilisations du rouleau sont des civilisations aussi de la mémoire. Et donc, voilà pour ce qui est de l'imaginaire du rouleau. Le codex, quant à lui, matérialise un autre régime du discours. C'est le régime de la lecture pour référence. C'est le régime de l'écrit maître, parce qu'on peut facilement, avec le codex, se référer à n'importe quelle partie du livre. Alors j'ai évidemment ici, très très grossièrement, essayé de souligner quelques différences, quelques distinctions fondamentales entre le volumen et le codex. Il ne faudrait pas non plus peut-être trop radicaliser ces différences et ces distinctions, ne serait-ce que parce qu'il existe des passages, il existe des intermédiaires du rouleau au codex. Par exemple, voici un intermédiaire. C'est ce qu'on appelle l'orihon au Japon. L'orihon, en fait, au Japon, c'est un rouleau, la technique vient de Chine, mais elle a surtout été développée au Japon. C'est un rouleau déroulé et plié en accordéon. Il est entièrement roulé, enfin déroulé, donc il n'a pas été enroulé, en quelque sorte. Vous avez le papier qui est une grande surface rectangulaire, oblongue, très longue, mais ça a été plié en accordéon, et ça donne ainsi, voilà, ce qu'on appelle cette orihon. Hon, c'est le livre plié, littéralement, en japonais, et qui est un type de livre qu'on utilise au Japon traditionnellement pour les livres bouddhistes. Et l'idée est encore ici, avec cet orihon, d'une navigation facile dans un texte de référence. Donc on passe du rouleau ici à une sorte de quasi-volumen, de quasi-codex, je veux dire, précisément parce qu'il s'agit d'avoir des références rapides dans des prières, dans des textes qui ont une dimension rituelle. Voilà pour la petite parenthèse sur la différence entre le rouleau et le codex et les imaginaires différents qui y vont avec. Revenons donc d'abord aux étagères, à ces étagères de codex ou d'orihon. Quelle est la fonction des étagères ? Leur fonction, ou bien au moins leur conséquence. Ce n'est pas nécessairement toujours une fonction voulue ou désirée. Les étagères créent une proximité entre les livres. Et cette proximité spatiale désigne aussi, dans la bibliothèque bien organisée, elle désigne une proximité mentale, une proximité idéale. La semaine dernière, vous vous en souvenez peut-être, j'ai cité le poème de Lycophron, Alexandra de Lycophron. Poème très énigmatique, d'un style prophétique, où Lycophron imagine le délire prophétique donc de Cassandre, Alexandra. Et je vous avais dit qu'en fait, contrairement à ce que croyaient Célan et Quignard, qui s'étaient beaucoup intéressés à ce poème, Pascal Quignard, à la demande de Célan, avait traduit l'Alexandra de Lycophron, ce poème, en fait, est moins arrangé avec Mallarmé, au niveau dans le cadre d'une notion de l'hermétisme poétique, qu'avec, en vérité, l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. C'est plutôt pour Lycophron un exercice érudit que de construire ce discours de Cassandre, ce poème de Cassandre. Du moins, ce que je vous disais, c'était vrai, me semble-t-il, d'un point de vue historique et d'une certaine vérité philologique. Parce que je pense que l'état d'esprit dans lequel Lycophron a composé son Alexandra est vraiment un état d'esprit de type presque ludique, en tout cas très érudit, avec un jeu littéraire, jeu poétique très fort, et non pas la dimension quasi métaphysique, qui est la composition mallarméenne. Donc ça, c'était vrai du point de vue de la bibliothèque philologique, en quelque sorte. Mais dans la bibliothèque mentale de Pascal Quignard, Alexandra n'est pas rangée à côté de l'Oulipo, elle est rangée à côté de Mallarmé. C'est sa bibliothèque mentale, à lui. Bon. Dans la mienne, dans ma bibliothèque mentale, Alexandra Lycophron, elle est rangée à côté des grands rhétoriqueurs du Moyen-Âge et des exercices de style de Raymond Queneau, pour ainsi dire, à savoir comme une œuvre à dimension ludique. Et donc, d'un individu à l'autre, les étagères mentales varient.
selon les points de vue, selon les expériences de chacun. Eh bien, c'est tout l'art du bibliothécaire, cet art du bibliothécaire qu'on nomme la bibliothéconomie, c'est tout l'art du bibliothécaire de refléter par le classement des livres, par leur disposition géographique, une géographie mentale des œuvres. L'ordre physique renverrait ainsi à un ordre idéal, lié au contenu des livres, ou bien à leur origine, à leurs auteurs. Et ce fut par exemple tout l'objet du classement élaboré aux États-Unis par Melville Dewey, et puis qui a été ensuite perfectionné par les Belges Paul Hotelet et Henri Lafontaine. Alors Paul Hotelet m'intéresse particulièrement parce que Paul Hotelet dans les années 20, juste après la Première Guerre mondiale, a essayé de réfléchir au concept d'une bibliothèque mondiale. Il a essayé de créer une bibliothèque mondiale, concept qui, comme vous le savez, m'intéresse énormément. Mais il n'a jamais pu réaliser cette bibliothèque mondiale. Mais Paul Hotelet et Henri Lafontaine étaient des bibliographes, des théoriciens de la bibliothèque, et ils ont contribué à améliorer ce classement élaboré par Dewey, l'américain Dewey, et leur classement s'intitule désormais la classification décimale universelle. La classification décimale universelle, CDU, en quelque sorte. Une classification qui s'est imposée finalement dans un grand nombre de bibliothèques de par le monde, en supplantant les classifications élaborées localement. Localement, il y avait des traditions locales de classification, et puis la classification décimale, soit celle de Dewey, soit celle d'Hotelet et Lafontaine, qui en est dérivée, se sont imposées à peu près partout dans le monde. Et par exemple, à la Bibliothèque nationale de France, si vous consultez les usuels, vous constaterez que les usuels, les livres en libre accès, sont organisés suivant ce classement de la classification décimale universelle. C'est compliqué par le fait que les catégories de ce classement se partagent différemment selon les salles du site François Mitterrand. Mais ça, c'est encore une autre histoire. C'est la relation entre l'ordre de la bibliothèque invisible, en quelque sorte, et puis les contraintes matérielles de la disposition des livres. Mais revenons à la classification décimale, en particulier à celle de Dewey, la classification originelle, et qui est toujours en vigueur, en particulier aux États-Unis, dans les bibliothèques américaines. La classification décimale de Dewey. Elle est constituée de 10 classes, chacune étant divisée en 10 divisions, et chaque division est divisée en 10 sections, ce qui fait en tout 1000 sections. D'où des cotes à 3 chiffres, représentant un chiffre représentant la classe première, un autre la division, un troisième la section, et on peut ensuite, après un point, ajouter des chiffres supplémentaires pour des subdivisions plus précises. Alors, je vous donne ici un résumé de base de la classification de Dewey. Donc, la catégorie de 0 à 1, c'est l'information générale, en fait, c'est tout ce qui est de l'ordre de type encyclopédie, réflexion sur les bibliothèques, etc. C'est le méta des bibliothèques. Ensuite, on arrive pour la classe 1, donc de 100 à 199 au niveau des sections. On arrive à la philosophie et à la psychologie. Puis de 200 à 299 à la religion. À partir de 300, on est dans les sciences sociales. Dans les codes 400, on est dans le langage, la linguistique, etc. 500, on a la science. 600, la technologie. 700, les arts et les loisirs. 800, la littérature, celle qui nous intéresse souvent ici. Et 900, l'histoire et la géographie. Et ainsi, tout le panorama de tous les discours possibles, semble-t-il, dans des livres, serait couvert par cette classification décimale de Dewey. Alors, j'ai emprunté ce tableau ici à une initiation scolaire pour des écoliers américains, initiation scolaire à ce système que tous les écoliers américains trouvent dans leur bibliothèque. Et donc, il faut qu'ils puissent
savoir se repérer dans une bibliothèque. Ce qui m'intéresse aussi dans ce tableau, c'est aussi les questions qui vont avec chaque classe. Hein. C'est souvent, les questions sont liées à une question que pose l'élève lui-même. Hein. Philosophie, psychologie, c'est Who am I? Qui suis-je? Religion, How did we get here? Enfin bon, c'est très étrange ces questions. Ce qui me paraît intéressant, c'est que le I, le je, est très très présent dans ces questions qui sont censées représenter le type de discours qu'on tient en quelque sorte dans un livre. Sauf dans la littérature. Hein. What are the stories of our lives? Voilà une définition de la littérature. Quelles sont les histoires de nos vies? Bon, une définition qui en vaut une autre, hein, assez étrange, mais ici c'est le nous qui l'emporte, alors qu'ailleurs c'est plutôt le je. Ça me semble intéressant ici que le nous soit présent, de même qu'il est présent dans la religion en quelque sorte. Bon, ça c'est un commentaire, vraiment un méta-commentaire qui nous emmènerait trop loin, en tout cas qui nous éloigne de ce qu'est la classification décimale de Dewey. Ça n'a rien à voir avec Dewey, en fait, hein, ce commentaire. Mais ce qui me semble intéressant ici dans ce classement, c'est qu'il a une longue histoire, en fait, ce classement. Il ressemble à ce qu'on pourrait appeler un arbre du savoir. Et des arbres du savoir, on en a beaucoup dans l'histoire des savoirs. Je vous en donne ici trois exemples. Vous avez peut-être le premier en date, le plus connu, vous avez l'arbre de la science, Arbor Scientiae, de Raymond Lull, le philosophe catalan, vers 1295. Et dans ce livre, l'arbre de la science, l'arbre du savoir, eh bien, Lull élabore 14 arbres, 14 sciences, avec chacune ses racines, son tronc, ses branches, ses feuilles et ses fruits. Les racines sont celles qui vont puiser les sources du savoir, et ensuite le savoir passe par le tronc et donne les fruits. Voilà un premier exemple d'arbre du savoir. Un deuxième exemple serait l'arbre du savoir fameux de Descartes, l'arbre de la philosophie, je vais dire, de Descartes. Ainsi, toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. Et donc c'est un arbre de la philosophie lui-même hérité de l'arbre de Raymond Lull. Et puis il y aurait un dernier arbre, enfin un dernier le plus récent, mais il y en a beaucoup d'autres bien sûr, mais c'est un arbre qui a aussi fait date et qui me semble tout à fait intéressant, même s'il est d'une figure très différente, c'est le système figuré des connaissances humaines que vous avez dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Alors ce qui m'intéresse ici dans ce système figuré des connaissances humaines, c'est qu'il ne s'agit pas d'un arbre ici, puisqu'on va vers le bas, c'est un côté plutôt rhizomatique, si je puis dire. On est plutôt dans des racines qui se séparent. Donc on a là aussi, mais j'y reviendrai, là aussi une autre conception de l'organisation du savoir. Là, ici, vous avez tout part de l'entendement qui se divise en trois catégories, mémoire, raison et imagination. Et sous la mémoire, sous la raison et sous l'imagination, vous avez différents types de connaissances. Les connaissances liées à la mémoire, et donc c'est forcément, là, c'est l'histoire. Celles liées à la raison, c'est, disons, la philosophie et les sciences. Et celles liées à l'imagination, c'est la littérature et les arts de manière générale. Ici, c'est la poésie. J'emploie le terme littérature, mais qui est le terme moderne. Je voudrais terminer là-dessus, mais je reviendrai, nous continuerons sur cette question des arbres du savoir et de la façon dont ces arbres organisent nos bibliothèques invisibles. Mais je voudrais quand même, malgré tout, avant de nous quitter, faire une remarque conclusive, puisque j'ai, là, très brièvement, fait le passage très vite de la classification décimale de Dewey, avec ses 10 catégories, aux arbres du savoir. Néanmoins, il y a des différences. Il y a des différences assez fondamentales entre la classification de Dewey et celle d'un arbre du savoir.
la classification décimale ne fait que ressembler à un arbre. Et l'une des premières différences, c'est que la classification décimale est linéaire. J'y reviens. Elle est linéaire, c'est-à-dire que vous avez un ruban qu'on lit dans une seule dimension, qui est la succession des chiffres. Et donc, on est totalement ici dans quelque chose de très linéaire. Et de chaque chiffre peuvent sortir des plantes, mais on n'est pas là dans une dimension qui est celle de l'arbre. L'arbre, lui, est en deux dimensions. On le voit fort bien ici. Il est au moins en deux dimensions, sinon en trois. Mais enfin, en général, dans ces planches, il est sous la forme de deux dimensions. Il est en deux dimensions. Et donc ça désigne un autre type d'organisation du savoir, et peut-être une organisation qui, pour Dewey, se veut plus neutre. Les deux dimensions engagent déjà un discours particulier sur le savoir, mais j'y reviendrai plus tard. La seconde différence, et je m'arrêterai ici, la seconde différence, c'est que l'arbre fonctionne selon une logique étiologique. C'est-à-dire qu'il veut faire coïncider l'image avec la chose. C'est-à-dire la représentation de l'organisation des connaissances avec la logique des connaissances ou avec leur histoire. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Ici, dans l'arbre de Lulle, eh bien, les sciences trouvent leurs racines dans un certain nombre de vertus que figurent les racines de l'arbre. On a vraiment affaire ici à une étiologie. Pour Descartes, et je termine là-dessus, l'ordre de l'arbre est de nature non pas étiologique, mais épistémologique. La métaphysique forme les racines de la philosophie comme corpus de savoir. Mais on n'a pas besoin de connaître la métaphysique pour faire de la médecine, en quelque sorte. Donc il n'y a pas ici d'étiologie. C'est-à-dire qu'on peut être médecin sans être métaphysicien, pour Descartes. Néanmoins, du point de vue épistémologique, il y a une méthode commune à la métaphysique et à la médecine, une méthode qui fonde, en quelque sorte, par la métaphysique, la médecine, et c'est cela que signifie l'arbre de Descartes. Je reviendrai la prochaine fois sur la question de l'arbre des encyclopédistes, qui me paraît aussi tout à fait intéressant et désigner là aussi quelque chose de très mental et très intéressant pour la conception de ce qu'est une bibliothèque invisible. Mais voilà, je voudrais terminer là-dessus, vraiment sur cette importance des représentations de l'organisation du savoir et de l'organisation des livres à l'intérieur de nos représentations mentales, parce qu'elles nous disent quelque chose aussi, non seulement de nous-mêmes, mais aussi des livres que nous allons lire à l'intérieur de chaque étagère. Et c'est ce que nous essaierons de voir la prochaine fois. Aussi, à savoir la puissance de ces organisations générales des œuvres à l'intérieur de la bibliothèque mentale et de quoi cette puissance est-elle le symbole ou la figure. Voilà, je vous remercie.